Du sentier de la Corderie, vous êtes à quelques minutes de la base de l'énorme voûte nommée Trou de Latine, dans laquelle il est aisé de pénétrer par le bas. Vous trouverez alors au fond d'un puits ovale de 50 mètres environ de profondeur, de 30 mètres de diamètre, sous une voûte régulière, devant une baie grandiose par où la vue s'étend au loin sous la plaine lumineuse. Cette grotte fut décrite pour la première fois par De Saussure, qui en fait l'exploration vers 1760. De Latine en quelques minutes, par les pâtirages du haut, on arrive à la ferme des Crins, où il fait bon s'arrêter pour déguster quelques spécialités du pays, telles que le reblochon et le biscuit de Savoie. Rejoignons maintenant les varapeurs. Voici deux démonstrations de descente en rappel à la corde double. La première est faite à la genevoise, en passant la corde sous la cuisse et simplement sur le coude, avec possibilité de freinage de la jambe droite. La seconde descente se fait de manière normale. La corde sous la cuisse, devant la poitrine et sur l'épaule opposée. On tient les brins avec la main droite derrière. C'est un système qui se pratique beaucoup plus en haute montagne lorsque les rappels sont longs et surtout où on ne sait pas très bien où on va arriver. Pour l'entraînement et pour le plaisir aussi, il est un lieu rêvé pour de très longs rappels. C'est le Trou de Latine par l'extérieur, qui exige une corde de 120 mètres. Le lancer doit être fait avec précaution. La corde doit se dérouler d'un coup, sans s'accrocher et sans faire de nœud. Comme la descente est longue et que le frottement sur la jambe et sur l'épaule est sérieux, d'où risque de brûlure, on peut s'équiper, comme vous le voyez, d'un protège-jambe en cuir placé sous la cuisse menacée. Mais il est prudent également d'assurer celui qui descend s'il n'a pas une surpratique des grands rappels. Il faudra donc en sus une corde de sécurité de 60 mètres. Si l'on fait des nœuds avec des cordes de nylon, il ne faut pas craindre d'en faire un ou deux de plus. Car avec le mouvement dans les manœuvres, les nœuds sur nylon peuvent glisser et l'on peut se trouver subitement décordé. L'assurage peut très bien se faire quand le rappel est en surplomb, pour autant qu'on puisse assurer légèrement en biais, ce qui évite d'une part que la corde d'assurage ne s'entortille autour de la corde de rappel, et d'autre part que celui qui descend ne tournoie. Ici, vous avez la même descente, mais filmée de l'extérieur. Si la plateforme de la Grande Arête est un beau point de vue, c'est aussi le point de départ de la descente de la Grande Arête, faite pour la première fois par M. Joncan dit Tricouni et M. Reich en 1905. La première phase est de 3 rappels, les préliminaires. Puis c'est la traversée du gendarme de la Grande Arête et la descente de la Scie. Pour cette dernière descente, la corde de rappel sera placée à cheval sur le sommet même du grand gendarme, où une encoche la maintiendra, pendant que, à califourchon, un brin sous chaque cuisse et sur chaque coude, le varapeur descendra le long de la Scie. Moment impressionnant où l'on domine les sources. La carrière du coin d'une centaine de mètres, et tout ceci assez pénible. De plus, détail tout prosaïque, cette partie et le cheval usent terriblement les fonds de culotte. Plus bas, un piton fiché dans la paroi permet de franchir d'une traite en rappel le grand surplomb de 25 mètres. Si l'on veut s'épargner le rappel du grand surplomb et celui du balcon supérieur,
On peut se laisser glisser à l'intérieur de la faille et sortir à l'endroit appelé Petit Balcon. Cet endroit est magnifique. Et de là, un court rappel d'une douzaine de mètres vous conduira au pied de la paroi. Et voici André Kern, qui a dû prendre souvent des positions toutes acrobatiques pour prendre les vues que vous avez sous les yeux. Du pied de la paroi du balcon, sautons quelques blocs, et en 2 rappels, faisons encore la jaune. Là, le rocher est beaucoup plus lisse, mais il y a un excellent relais où 2 pitons permettent, par le 2e rappel, d'arriver au pied de la paroi. Toute la descente, depuis le haut de l'esplanade de la Grande Arête jusqu'au pied de l'arête jaune, avec une corde de 50 mètres, peut se faire en 9 rappels consécutifs. C'est un entraînement excellent pour ceux qui, ensuite, partiront pour les aiguilles de Chamonix, où le rappel, là, est parfois obligé. Puis vient les étiolets, toute une petite série de murs sans grand problème, où l'on pourra très facilement conduire les débutants. Le premier problème se présente où il y a un câble, ou également on peut l'éviter et franchir le surplomb que vous avez devant les yeux. En franchissant cette succession de murs, on parvient sans difficulté ensuite à la plateforme de la Grande Arête. L'aiguille de la mule, c'est cet immense rocher détaché de la montagne dont la fière silhouette se profile sur le ciel. Les nombreuses voies qui y mènent sont tout d'abord les cordées de la mule, le pas de cliché et le grand feuillet. Il vous intéressera peut-être d'apprendre que la première ascension de cette aiguille date de janvier 1873. J'ignore qui a eu l'idée, le premier, de sauter du fin bout de l'aiguille sur la paroi d'en face, à l'endroit nommé boîte aux lettres. La difficulté est de se dresser sur la pointe de l'aiguille, qui n'est pas très large, et faire un bond de 2,50 m à 3 m. L'arrivée n'est pas des meilleures et l'on risque de s'y fouler les chevilles. Vous venez de voir le saut à l'endroit, vous en voyez encore un maintenant, mais c'est toute une autre affaire quand on s'amuse à sauter dans l'autre sens. D'abord, on part de plus bas et on n'atterrit pas avec les pieds sur une belle plateforme. Il faut saisir 2 prises au-dessous du sommet de l'aiguille, distantes l'une de l'autre de 50 cm. D'où la difficulté est de viser les 2 prises en même temps. Avec quelque entraînement, on y arrive avec précision. Peut-être, me direz-vous, qu'il n'est pas indispensable de savoir sauter là pour pratiquer la montagne et pour être alpiniste. À quoi je répondrai que c'est un excellent entraînement à savoir sauter quand c'est nécessaire, et ceci, je pense au saut de crevasse, au retour des grandes ascensions en haute montagne. La Grande Varappe est la 4e dans la série des gorges de la paroi nord-ouest du Salève. Pour en faire l'escalade, il faut atteindre tout d'abord la corniche supérieure du Seillon, et bientôt on repère le début de la dalle située au bas de la gorge. Cette dalle noire et glissante doit être traversée en descendant, puis on atteint la base du petit mur et au-dessus le grand mur. Par des éboulis boisés, on arrive ensuite au pied d'une paroi que divisent 2 couloirs. Celui de droite, en forme de puits vertical, a déjà été remonté, mais très difficilement. Par contre,
L'éperon qui sépare les deux couloirs se gravit aisément. Par quelques pas faciles, mais exposés, on arrive ensuite sans peine sur la vire à mi-hauteur de la Grande Varappe. C'est notre regretté ami Joncan, dit Tricouni, qui a magnifiquement tracé et aménagé cet itinéraire. De l'intérieur de la Grande Varappe, on peut rejoindre le sommet en franchissant la gorge encore du Sarro, en utilisant le pas que vous avez devant vous, nommé pas de l'araignée. La Grande Varappe a été parcourue et descendue pour la première fois en entier en septembre 1876. Mais voici une nouvelle série de passages en escalade libre d'un degré de difficulté supérieur. Le passage de la Jaune, ainsi nommé à cause de la couleur du roc. Il est situé, nous l'avons vu, au pied de la muraille de la Grande Arête. Son ascension requiert du premier de cordée de réelles qualités de grimpeur et beaucoup d'entraînement. Le rocher, très lisse en général, présente peu d'aspérité dans les premiers 20 mètres. La fissure de départ que vous avez sous les yeux se gravit en y coinçant la jambe droite et le bras droit, tandis que le pied et la main gauche cherchent les petites aspérités de la paroi. Les prises sont bonnes, bien que très rares. Mais il est prudent que le premier de cordée soit assuré et surveillé par le second, la corde étant passée sur un piton placé là au pied du passage pour cet usage. Au-dessus du premier relais, la faille s'élargit et forme bientôt une sorte de couloir barré par quelques blocs coincés qui forment surplomb. Ils doivent être bien entendu franchis pour pouvoir remonter la cheminée terminale. Alors il faut se mettre en posture de ramenage, bras et jambes écartés en se tournant face au vide. Et dans cette position, se hisser en utilisant quelques prises assez bonnes pour les pieds. Le rocher lui-même est assez glissant. Parvenu ensuite près de la sortie, on abandonnera le ramenage par un quart de tour à droite, puis on terminera la montée contre la paroi de l'arête où se trouvent d'assez bonnes prises. Au haut de la Jaune, longeons la paroi pour arriver au pied du balcon. La montée de ce mur, haut de 12 mètres, demande aux grimpeurs une succession d'efforts mesurés et contrôlés où le jeu de pied a tout son rôle. Il y a plusieurs variantes possibles et la plus difficile est celle qui consiste à partir du pied même du mur et s'élever en s'aidant de prises minuscules. C'est du 6e degré. Réussir ce passage est une question d'équilibre, de balancer même de certains lancers pour saisir les prises supérieures qui nécessitent un très grand entraînement, de la force dans les avant-bras et également dans les doigts. Une fois passés les 4 premiers mètres, après avoir effectué 2 rétablissements délicats, on peut obliquer légèrement la gauche pour parvenir au feuillet, lequel monte en pied à la sortie du tunnel passe, où il y a encore quelques rétablissements à faire. Du balcon, en s'enfonçant dans l'intérieur de la montagne, entre le feuillet qui forme la Grande Arête et la paroi du Salève, sur 80 mètres, vous pouvez pratiquer un ramenage en règle et arriver au pied de la partie sommitale de cette lame de rocher séparée, nommée la Cire. C'en est la partie la plus large.
Le départ peut être effectué en ramonant, en s'aidant du dos et des pieds. Ensuite, on se rétablit assez délicatement sur la scie proprement dite et l'on repart en grand ramonage des deux pieds écartés et des deux mains à l'aide seulement de quelques petites prises sur la paroi du salem. Et l'on gagne ainsi. Et maintenant, passons à l'escalade artificielle. Voici ce que contient le sac d'un grimpeur d'aujourd'hui. D'abord, quelques coins de bois, utiles dans les fissures larges, puis divers modèles de pitons, lesquels doivent être choisis minutieusement, courts, minces, puis plus longs. Enfin, des pitons en U, qui tiennent parfaitement bien, mais que le second de cordée a souvent beaucoup de peine à récupérer. Il faut répartir tout ce matériel sur le grimpeur lui-même, de façon qu'il puisse s'en saisir facilement et au gré des besoins. On peut porter 2 ou 3 pitons de chaque sorte en bandoulière et le second de cordeille se chargera du matériel complémentaire. Il y a également tout l'assortiment des mousquetons. Mousquetons simples pour les échelles, mousquetons à vis, un peu plus lourds, que l'on emploie là où en cas de chute, le mousqueton simple risquerait de s'ouvrir. Le marteau retenu par une cordelette à sa place dans une poche, et ainsi équipé, il faudra encore emporter les échelles. 3 en général pour le premier de cordeille, 3 également pour le second. Ces petites échelles de corde, toutes simples, à 2 ou 3 échelons, servent de support pour les pieds.